d'abord. Sur la partie 26 janvier 2024, nous sommes dans la salle de filière locale pour la signature basée de 3 ouvrages basés sur la réalité politique, sociale et religieuse de la société haïtienne. Ces ouvrages sont Jeunesse de l'État haïtien, pour une sociologie d'Haïti au XXIe siècle, le mystère du vaudou, dont le professeur Laïlek Iopon va vous en parler davantage dans une cause. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler que le mois de janvier 2024 est consacré aux 2 penseurs haïtiens, Laïlek Iopon qui est présent avec nous, et Franck Etienne. Déjà, je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Je ne sais pas comment nous allons procéder. Est-ce que vous allez me poser des questions, puis est-ce que je vais vous faire une petite introduction qui vous permettre de me poser un certain nombre de questions sur ces ouvrages? Oui, c'est mieux. Ça serait mieux comme ça. Bon, alors je peux faire une petite introduction rapide pour vous. Ça y est? Ok, non, d'abord je remercie cette édition chaudement de ce travail absolument remarquable qui a été fait, parce que je trouve que les ouvrages ont été réédités et encore sont de manière absolument rigoureuse et tout a été bien fait. Et vraiment, la technique, c'est remarquable de trouver en Haïti une édition qui soit bien faite. Et c'est extrêmement important pour la culture en Haïti, la culture du livre en Haïti. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, cette édition, de favoriser cette possibilité de réédition de mes livres ici, parce que, à la vérité, je publie mes livres en France, à Paris en particulier. Et il est extrêmement difficile de faire venir ces livres en Haïti. Je voulais d'abord commencer par parler des mystères du vaudou, qui est un bouquin de la collection Découverte de Gallimard. Ce livre peut être introuvable aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs tirages en 1994 et le jour, jusqu'à ce que Gallimard n'en puisse plus, et il est traduit en plusieurs langues. Il est traduit en 7 ou 8 langues, et traduit même en russe, et en coréen, et en russe, un peu partout en tout cas. Et également pour toute l'Amérique latine. Et cet ouvrage permet d'avoir une idée générale de l'importance du vaudou dans l'ensemble dans l'ensemble de la culture en Haïti, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau de la poésie, au niveau du roman, vraiment à tous les niveaux, au niveau de ce que cela représente, de la littérature en général. Donc on voit ce que représente le vaudou, et ce qui est important à souligner, c'est que c'est une reprise au niveau des dernières théories scientifiques qui permettent de comprendre le phénomène vaudou qui a été utilisé ici pour cette collection qui s'appelle la collection Découverte, qui fait que ce livre a eu un succès extrêmement, un succès considérable. Malheureusement, il n'est toujours pas produit en Haïti, mais grâce à ces 3 éditions, ce livre est maintenant disponible. Beaucoup de gens continuent à me le lire. Il y a un deuxième ouvrage qui est celui qui concerne la démocratie introuvable. Et ça fait 20 ans hein, que ce titre a été utilisé. Ça ne veut pas dire que je voulais que ce soit absolument prémonitoire, mais déjà nous étions
sur une piste extrêmement glissante, extrêmement dangereuse, et qui nous éloigne complètement de la démocratie que nous cherchions, que nous voulions en 1986. Autrement dit, 20 ans après, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de problèmes graves n'ont pas pu être réellement pris en compte, mais il doit y avoir des questions de fond en ce qui concerne la manière de comprendre le système démocratique en Haïti, que ce soit au niveau des élites. Est-ce que vraiment les gens ont été amenés à une formation qui permette de s'ouvrir aux principes des droits humains fondamentaux et qui permettent de sortir de la situation d'apartheid social et culturel en Haïti qui est un empêchement, qui est un obstacle pour accéder à la démocratie. Donc, il fallait penser profondément le problème de la démocratie en Haïti et surtout à travers cet ensemble d'articles sur la démocratie. J'ai voulu revenir sur le problème de la maladie du pouvoir en Haïti qui empoisonne la vie politique. La maladie du pouvoir, c'est que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il n'arrive pas avec un plan déterminé de choses bien précises à réaliser à partir de découpage du temps et de présentation de moyens pour réaliser ces vues. Donc, l'individu arrive d'abord au pouvoir, il est suivi par un certain nombre de gens de manière servile, et ça c'est extrêmement dangereux. Et cette servilité, elle provient de très loin, elle provient de tout un fantasme qui est tout encore le fantasme de l'esclavage, qui est encore là, à travers nos pratiques politiques. Problème que je vous posais déjà dans comprendre l'Haïti. Le troisième ouvrage, c'est celui que nous avons réalisé dans le cadre du Comité national de la route de l'islam avec feu Michel Hector. Michel Hector a toujours voulu la réédition de ce livre qui est sorti d'abord à Paris, à la Maison des Sciences de l'Homme. Ce livre a été d'abord le produit d'un colloque international, un colloque national aussi, pensé sur le problème de la genèse de l'État en Haïti. Donc il rassemblait vraiment l'ensemble des chercheurs qui ont quelque chose à dire sur l'État haïtien, qui ont réfléchi sur la question. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le problème est en friche jusqu'à ce jour, mais ça a été, on pourrait dire, une première manière d'aborder le problème en revenant sur la genèse de l'État haïtien. La jeunesse de l'État haïtien, c'est à partir de toute cette ouverture. Donc 1801, 1859, donc il y a eu pendant 60 ans, on peut dire, moment de vaste hésitation. L'État haïtien ne sait pas si ce sera une république, si ce sera un empire, si ce sera une royauté. Donc on voit bien que nous sommes dans un monde encore mouvant en ce qui concerne l'État en Haïti, au moins dans les 60 ans, avant d'entrer dans une relative stabilité à partir de 1860, mais nous n'avons pas pu encore aborder ce problème-là. Donc, ce livre a permis d'entrer dans la question profonde. Alors, je vous suggère de vraiment regarder de près un certain nombre de textes, surtout sur les premières périodes en Haïti, allant de 1801 à 1843 en particulier, de regarder bien le texte de Michel Hector qui est très très profond, très solide, et qui nous remet Haïti dans le cadre de l'ensemble des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc,
c'est pour dire que ça a été un travail vraiment scientifique, la production de ce livre. Donc, il est sorti d'abord à Paris, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Ça a été vendu immédiatement. Nous avons fait une deuxième édition ici, à la maison, aux presses universitaires. Et malheureusement, cette édition a disparu à partir du tremblement de terre. Il n'avait même plus la trace. Heureusement que ces coalitions existent. Donc, on a pu ressusciter pour Haïti ce livre. Parce que ça serait une perte considérable de ne pas pouvoir avoir accès à cet ouvrage qui me paraît vraiment extrêmement important parce que ça rentre dans le cadre de toutes les activités que nous avons menées de la route de l'esclave. Et nous avions, à partir de ce livre-là, tout un projet en ce qui concerne le projet une fondation de véritable travail pour l'enseignement de l'histoire en Haïti. Parce que nous avions réalisé à un certain moment une association de tous les professeurs d'histoire en Haïti dans le cadre de la route de l'esclave. Et cette association, malheureusement, on n'avait pas pu le aussi, puisque le pays est entré depuis quelque temps dans un certain nombre de difficultés et de troubles qui rendent difficile la réalisation de cette affaire. Mais j'espère que ce sera peut-être l'occasion, à partir de celui-là, de relancer le projet de l'histoire en Haïti, parce que nous avons encore toute une activité autour du patrimoine dont je vous parlerai si vous posez des questions là-dessus, autour des projets relatifs à la route de l'esclave, au comité de la route de l'esclave, à partir de cette année et puis pour les années à venir. Voilà. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire si vous... Mais je préfère que vous me posiez des questions. C'est plus sympathique. D'accord. Disons merci au professeur Lailek. Il vient de faire un résumé des 3 ouvrages qui sont en signature. Et c'est le moment où vous posez vos questions, si vous faites un avis sur l'un des 3 ouvrages. Merci. Je te remercie. Bonjour tout le monde. On a commencé par dire professeur Lailek merci parce que nous avons besoin de construire une société, bien nous avons besoin de faire une rupture par rapport à un modèle de société. L'idée de nous, production scientifique de nous, pour changer la réalité et changer le paradigme. Et personnellement, moi, j'ai un pile plaisir dans tous les 3 ouvrages. Ce qui fait que nous voyons une réalité encore plus et qu'il y a un pile question par rapport avec des découvertes que vous lecture ça arrive maintenant, il va moins, pas plus tard prier. Première question que même m'a posée au professeur, je vais regarder 3 ouvrages. Genèse de l'État haïtien, la démocratie infâme et l'ambition du groupe. Je vais regarder, si je prêté parole au professeur Michel Hector, en chronologie. Comme si qui sortait dans l'esclavage, qui passait dans l'occupation américaine et puis qui allait dans le duvalérisme. Le mandat de l'État qui émergeait à partir de 3 périodes historiques et puis qui finit à partir du duvalérisme. Est-ce que nous ne pas entrer dans une période de dépérissement de l'État ou bien une crise même de l'État émergée de l'esclavage en Haïti? Haïti modèle l'État qui, même Jean-Michel Ophilot disait, qui campait en face paysan, un modèle d'État qui fait, Jean-Louis Corten, c'est dans le plan, et un État qui est dépendant de la communauté internationale, et puis un État qui cherche une sorte d'altérité, qui voulait non seulement civiliser en même temps que la exclure. Si m'a fié dans ça que même on est dans le texte. Est-ce que c'est pas, dans le moment ça là, nous sommes en 2024, est-ce que c'est pas crise de l'État? C'est nous pas une période de rupture, bien que nous pouvons voir qu'il y a une alternative qui présente à nous.
Deuxième question même à poser, c'est par rapport avec l'état désaligné. Problématique mémoire qui vient sous période désaligné, donc sous personnalité désaligné, est-ce que le livre là lui-même n'est pas au moins découvrir un bon parti là-dedans? Parce que nous parlons de 4 piliers de l'état désaligné. Un pilier qui a à voir avec une production économique découlant justement de la pensée de Paul Virel, ça qui va parler vraiment, parce qu'on dirait que passage 3 commissions civiles en Haïti, le commissaire civil en Haïti, il pas soulever ça la problématique à ce moment de l'histoire, c'est comme si pas vraiment été fait, alors que Paul Virel est un peu commissaire que la France est même dans le demande d'être venue avec un projet économique qui est sous portion avec l'égalité du genre dans le travail, on dit, sur les plantations. Deuxième pilier, c'est politique étrangère et de Saline maintenant, il finit et parler de l'IA. Il y a un projet internationaliste, parce qu'on parle ça de question de l'Amérique latine, qui prend en compte les peuples opprimés. Parce que, on va gagner, professeur a dit dans le texte, professeur Jean Casimir de la révolution haïtienne, la révolution de 1940, chapitre 15. Il dit que l'État désaligné, la révolution désalinienne, c'est une révolution qui prend en compte ni ça Julien Raymond a dit, ni ça M. Lumière a dit, mais c'est une révolution qui réhabilite tout par Camarou et qui réhabilite les Aztèques, les Incas, et en plus qui réhabilite tout, nous-mêmes déportés avec petit déportés esclaves qui étaient sur le territoire. Est-ce que ça c'est un modèle internationaliste qui mettait l'État qui émergeait en Amérique latine, qui fait que l'État sahélien mettait Haïti en quarantaine? Parce que même si pétion de Bolivar, même moi je senti absurde que les congrès fait en 1826, on de Panama, que vous pas invité à Haïti. Il ne va pas rester seulement dans la logique que c'est le grand voisin du Nord, comme Michel Ofro-Détil, qui dit que fort Venezuela n'a pas invité Haïti dans le congrès continental d'Haïti. Et puis l'autre question que moi posez, lien que moi fait en Duvalier, ça m'a avec le texte, qui ça Duvalier veut dire même en matière de construction de l'État? Parce que Duvalier, ça est un peu pouvoir totalitaire, il entre dans toute injustice société, non seulement par rapport avec violence, et par rapport avec un modèle de société qui était un parallélisme entre paysans, ensemble avec l'État qui a évolué sur le même territoire, mais de façon séparée. Mais nous, avec Duvalier, maintenant, il accapare les sociétés paysannes qui nous fait que une crise migratoire et un monde qui était en Haïti dans le période Duvalier, c'est plus un monde qui assujetti avec le Duvalier. Ça Duvalier, ça veut dire même en matière d'État. Merci Paul. C'est une belle question qui pose là. Donc, je vais répondre tout de suite. Oui, oui. Ah ouais, parce que ça fait beaucoup. Alors, vous avez l'occasion, bien sûr, de la jeunesse de l'État haïtien. Parce que le gros problème qui a été posé, il y a deux sources de la situation de l'État haïtien. La première source, c'est que il fallait, dans un premier temps, placer les masses d'anciens esclaves quelque part, fermer au côté, et à partir de là, ils jouaient sur l'idée qu'il faut sauver la révolution haïtienne contre l'esclavage, et donc il va utiliser cette perspective-là face à la paysanne et au Québec paysanne l'opposition. L'opposition côté par les plus. D'où l'école nouveau. C'est à partir de là que Péia connaît un type d'État prédateur, donc qui parle la main, en particulier les gens qui ont tout tenu ce qu'on appelle les grands hommes, c'est-à-dire tout le monde qui recueillit héritage à la fois et héritage, propriété et couleur blanc et village. Donc à ce moment-là,
et paysannerie faire produire. Donc, nous parlons entrer dans une situation, alors, ça a été étudié en particulier par un économiste qui s'appelle Max Mendal, qui s'appelle Peasant and Society. Donc, qui montre que l'État haïtien et que nous connaissons, il sortit l'activité de prédation par rapport à une masse monde qui, là, nous vivons sous terre, n'est pas toujours capable de là. Donc, la crise est en attente. Donc, une crise qui peut venir d'une manière ou d'une autre à cause même de la question de la démographie. Hein? À cause même de la question de la démographie, terre n'a pas suffi pour nous vivre, donc il a obligé d'abord aller dans la ville, aller à l'étranger à un certain moment, à la fin du siècle. Mais ça, c'est la première source de problème. Deuxième source de la situation de l'État en Haïti, c'est que rapidement, la France va dénoncer une activité extrêmement importante pour ne pas perdre Saint-Domingue. Donc, autrement dit, Saint-Domingue, la prêté Saint-Domingue, d'ailleurs, on parle de la République dominicaine Saint-Domingue, il n'a pas perdu. Donc, la France va retourner en 1827. Et retourner en 1827 là, ça, c'est le système néocolonial qui est extrêmement important pour que tout notre peuple qui a essayé de faire en Haïti pas gagner chance. Donc il faut que Haïti ait un type d'État qui ne pas permettre de développer. Donc il y a deux sources de la crise de l'État en Haïti. Donc pendant tout le 19e siècle, là, on va gagner tout le temps une série de problèmes, puisque on va vivre en porte-à-faux. Le pays a vivre en porte-à-faux. L'État n'a pas de capacité, pas de moyens depuis 1825. Et deuxièmement, l'État coincé. Dans toute perspective des saliniennes, par une chance paraître efficace. Autrement dit, il boit l'huile. Il prend de l'eau, perspective des saliniennes, ça prend l'eau. C'est le premier. On répond en partie à la première question. Donc, une crise permanente qui va traverser, qui va aboutir jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1912. À ce moment-là, Haïti va la croix tantôt des États-Unis, tantôt de l'Allemagne, tantôt des grandes puissances. Ça va aller entre la France, l'Allemagne, les États-Unis. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, qu'en est-il de la question de Dessalines? La question de Dessalines a posé. Mais il ne faut pas dire Dessalines seulement. On ne va pas parler de Christophe du tout. Ce sont les deux. Il faut penser que chaque conviction de l'État, Dessalines lui-même, une question à un niveau beaucoup plus global et prémonitoire aussi. Il voit très bien ce qui s'est passé avec la découverte, ce qu'on appelle la découverte, la conquête. Et évidemment, on a eu peur de Dessalines parce qu'il s'agissait de ne pas laisser comprendre l'événement, cet événement capital dans l'histoire de la modernité, dans l'histoire du monde occidental, qui est précisément la conquête. Tout est parti de là. Tout le mouvement qui va permettre que l'Occident devienne l'Occident colonisateur, l'Occident que nous connaissons là, part de là. C'est contre ce type d'avènement que Dessalines se présente. Dessalines a vu clair en disant qu'il est en train de manger également l'Amérique. Et là, il va comprendre. Il va comprendre que les générations ne vont pas comprendre. Il va comprendre que les États-Unis ne vont pas comprendre. Il a fait des propositions aux États-Unis. Les choses auraient pu se passer autrement. Parce que
nous n'avons aucun complexe. En cette période-là, les hommes d'État n'avaient pas de complexe. Ils n'ont pas dit dans tête qu'ils étaient des petits garçons serviles pour les grandes puissances, pour les Américains. Ils n'ont pas dit dans tête que les Américains sont capables de jouer dans tête. Ils ne comprennent, jusqu'à présent, son en pile étranger pas qu'à comprendre que les Haïtiens ne sont pas capables de garder comment les Haïtiens ont été au début du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, comment ils ont été en conscience claire de ça qui était représenté face au monde occidental. Donc, nous sommes respectables sur ce rapport-là, que ce soit les Salines, mais que ce soit Christophe aussi. Alors moi, je m'en veux un petit peu d'avoir pas même travaillé la question de Christophe. Je pense que c'est une lacune pour beaucoup de nous. Parce que tellement à penser démocratie à regarder Christophe avec un regard distant, alors qu'à mon avis, il faut encore réfléchir sur ce que représente Christophe, comme ce que représente les Salines encore aujourd'hui. Mais pas de manière, je dirais, c'est pas pour nous en termes de vision passéiste, parce que ce problème est beaucoup plus profond que ça. C'est au niveau de ce que Haïti représente, non seulement pour nous-mêmes, dans notre propre histoire, que très souvent oublié, mais également de ce que Haïti représente par rapport au monde entier, et par rapport à l'ensemble des peuples qui ont connu et le racisme et la colonisation. Donc ce rapport-là, pas dit que nous avons un rôle messianique, mais nous avons un rôle qui est important dans l'histoire universelle. Et c'est une autre bagaille que Messie dit un petit peu partout. Chaque fois qu'on a essayé d'aborder les problèmes de fond en Haïti, nous oublions que nous avons responsabilité devant l'histoire globale du monde. Troisième point, c'est la question que proposée là, qui concerne le rapport entre Louis Duvalier et l'État, parce qu'à un certain moment, justement, la crise haïtienne a été telle que Duvalier représente celui qui, précisément, s'utilise définitivement l'État en devenant lui-même l'État. Duvalier sait faire l'État lui-même comme tel. C'est-à-dire, les branches de l'État n'existent plus. Elles ne sont plus que des feuilles, des petites branches c'est un seul homme incarne l'État. Duvalier était à la fois chef de police, commissaire de gouvernement, président, maire, il était tout, il dirigeait tout, il savait tout ce qui se passait dans le commerce. Il créait des milices un peu partout qui lui faisaient des rapports. Et donc, il n'acceptait pas que des institutions existaient en dehors de lui. Donc là, c'est le moment suprême de la crise de l'État. La crise, maintenant, s'est épanouie complètement avec la montée de Duvalier. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Quand on arrive en 1986, ce que nous dit la démocratie, à ce moment-là, nous trouvons devant le vide. Il n'y a pas d'État à la clé. Les institutions n'existent pas. Et nous pensons que d'avancer vers la démocratie uniquement avec des cris, c'est vrai, tout le monde c'est bon. Nous avons gagné un bel slogan ça, sur ce rapport-là, slogan ça qui a réussi à lancer. Là, c'est un acquis, c'est pour nous projeter. Il a raison, c'est là que ça a sorti d'un type de paysannerie que nous considérons comme étant des citoyens de seconde zone qui demandaient pour les citoyens à part entière tout le monde. Mais c'est ça que ça veut dire, tout le monde. On n'avait pas les mains
pour pouvoir le réaliser. Nous avons joué sur notre imaginaire, nous avons joué sur des belles paroles, sur des fantasmes, et puis, il manque les partis politiques, ils n'ont pas consolidé les têtes, les institutions n'ont pas travail pour serrer comme visser comme institution, donc le pays allait à volo jusqu'à ce que mon qui finit par prendre la avec tout pas fini. En 1900, en 2015, 2011. En 2011, côté Mme Clinton, capable de débarquer, on va finir. On donne au conseil électoral et puis dit, mais ça. Donc ça veut dire, depuis date là, nous sommes dans une situation de servilité et c'est ça le problème. Et là, maintenant, le pays a fait piaille. Nous sommes face à la possibilité de destruction d'Haïti. Nous sommes arrivés à cette phase, à nous de savoir dans quelle mesure nous allons reprendre tout le patrimoine de l'histoire qui est là et qui n'a à terre là devant nous. La situation est au plus haut point tragique. C'est à ce point d'arriver que nous y sommes là. Pas d'autres questions? Pas dit plus de questions, parce que ça dépasse ce que ça concerne les autres ouvrages. Ça concerne les autres ouvrages à venir. Mais est-ce qu'il y a un cas de pays qui vivent dans ce stade haïtien là qui vaut pour l'année? Un pays, il faut regarder en Afrique, il y a des pays qui sont en plein effondrement actuellement, du côté du Sahel. Hein? Il y a des pays qui sont en plein effondrement en Afrique et qui sont déchiquetés en quelque sorte, déchirés par la violence, par les djihadistes qui arrivent parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le développement du système démocratique. C'est le Tchad, une série de pays. Ça, il y a eu Centrafrique, et puis ces pays sont actuellement en effervescence. On sent qu'il y a un effort de réflexion chez les intellectuels africains qui va très loin. Les universités travaillent sérieusement en Afrique et Haïti, à mon avis, est dans un état certain. Et il faut passer par l'université, par l'éducation, massivement. C'est un pays qui a besoin d'une bibliothèque centrale, de bibliothèques de livres, d'universités sérieuses, et avec une diversité de disciplines. Et ça a besoin d'être prouvé. Et donc, il y a du personnel pour remonter la pente. Nous, dans ces droits, nous disons que l'éducation, c'est moment démocratie, c'est moment liberté. Est-ce que le fait que Haïti t'ait confié l'école en 1860 aux anciens colons, est-ce que c'est pas ça qui est responsable échec, qui explique l'échec actuel? Parce que l'école haïtienne a formé des anti-haïtiens. Belle question. Que j'ai abordé dans l'autre livre que tu n'as pas encore édité sur l'histoire de l'Église en Haïti. L'Église et l'État moderne. Qui est sorti aux éditions du CERF. Que nous allons reprendre. Vous pouvez reprendre aussi parce que j'ai abordé ce problème-là. Oui, il y a deux problèmes que tu poses. Le premier, c'est que on dit la question du concordat. Très souvent, vous ne pas comprendre, c'est parce que nous n'avons pas le temps de regarder bien les textes des archives d'histoire. La question du concordat, c'est très tôt qu'elle est posée en Haïti
Parce que le Vatican est un État. Et c'est le seul État qui pouvait reconnaître Haïti comme pays indépendant. Parce que Haïti, seul pays indépendant dans la Caraïbe, est un mauvais exemple pour l'ensemble des puissances qui sont encore non seulement coloniales, mais esclavagistes. Jusqu'en 1848, pas oublié, jusqu'en 1848, la Guadeloupe, Martinique, Guyane sont en esclavage. En 1888, le Brésil est en esclavage. Porto Rico est encore en esclavage. Vous vous rendez compte? Haïti, sur l'âge de ce milieu, Haïti cherche son côté. 1825 vient paraître et la France a essayé d'attaquer pour empêcher Haïti. Bon, on connaît cette histoire-là. Ceux qui l'ont d'accord, on a souffert encore de ça. Mais depuis 1812, il a cherché contact avec le Vatican pour qu'on pays reconnaisse. Bon, une fois que le Vatican a reconnu, pas reconnu au moins, a permis des contacts, le Vatican va le permettre de jouer de véritables coopérants. Les premiers, le concordat va permettre d'obtenir des prêtres religieux qui ont été formés pour la colonisation, ont été formés pour l'Afrique. Hein. Les prêtres militaires qui m'ont formé ont été formés. C'était pour l'Afrique. Et ces prêtres, évidemment, c'est eux qui pouvaient parler français. Parce que nous étions un pays encore francophone, réellement francophone, au niveau officiel. Hein? Et on n'imaginait pas que l'éducation l'instruction pouvait se faire autrement que par le français. Il n'y a pas de livre en créole. Il n'y a pas de livre en créole. Donc il faut comprendre la situation objectivement. Mais si on obtient ces religieux comme enseignants, comme premier enseignant, et ils travaillaient non pas au niveau du privé, ils travaillaient pour l'État. Quand tu rentres dans une école des frères, l'école des frères est une école de l'État, payée par l'État, gratuite, à ce moment-là. Eh bien, il y a les dégâts collatéraux. Naturellement, ils vont nous former à la française, ils vont nous former à l'occidental, ils vont nous former à la culture occidentale. C'est normal, c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qu'ils connaissent. Ils ne font pas exprès et ils se croient très dévoués. Et ces prêtres et ces religieuses se croyaient très dévoués. Donc il faut comprendre. Donc il ne faut pas moraliser sur ces questions-là. Il faut essayer de comprendre cette situation-là pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir sortir de là. Parce qu'effectivement, vous avez raison, Christophe avait compris. Christophe avait compris qu'il fallait trouver un autre système que le système français, francophone, pour nous sortir de l'histoire de l'esclavage. Pas de l'histoire de l'esclavage, en quelque sorte, pas de l'histoire, pour la sortir de l'histoire comme ça, mais pour nous permettre de surmonter le traumatisme, en quelque sorte, que représentait la période esclavagiste. Sortir de là. Donc là, on sent que, à partir de la politique éducative de Christophe, qu'il y a des questions que Haïti devrait pouvoir se poser en ce qui concerne l'éducation de Haïti. C'est compliqué, mais c'est par là que Haïti s'en sortira. Définitivement, c'est dans l'éducation. Donc il faut une pratique, il faut mettre le maximum de paquet sur la question de l'éducation, parce que, au fond, on arrive, ça n'existe pas
qu'un peuple puisse accéder à la condition de nation. Pour devenir une nation, c'est l'école qui permet de devenir une nation. Il ne s'agit pas de dire, tu as mené la lutte, tu t'es battu. C'est là l'école qui, en fait, va permettre chita nation. Il n'y a pas de nation sans l'école. Ça, c'est pas la peine. Il n'y a pas de nation sans l'école. Donc, autrement dit, ce que Haïti doit être aujourd'hui, eh bien, Haïti l'attend, Haïti ne l'est pas encore. Tant que la question de l'éducation n'est pas massivement distribuée à travers le pays et que les Haïtiens puissent avoir chacun la possibilité d'apprendre l'enseignement, d'aller le plus loin possible au niveau de l'enseignement, que cette possibilité existe pour chaque personne à travers toutes les disciplines scientifiques possibles. Nous manquons là-dedans. Il faut nous devant nous la nécessité de construire la nation haïtienne. Devant nous. Bonsoir professeur, on parle de ce qui est revenu. Alors, on va considérer le texte de Dr. Elitello écrit sur l'hégémonie du provisoire en Haïti. Pendant qu'il parlait de l'idée de partance qui a chaque Haïti. Mais l'idée sont séquelles psychologiques qui traversent nous pendant 2 siècles. Mais maintenant, comment nous allons rebâtir Haïti ça pour dire que je ne dis pas qu'on manœuvre qu'a fait par les pays occidentaux, comme si nous retiré toutes ces graines, toutes ces graines, comme si nous avions des organisations, des gens comme si qui ont connaissance, qui sont à l'école, dans le pays, côté Canada, à une quantité, et les États-Unis même après au pas milliers. Donc, comment nous allons faire pour nous repartir Haïti ça? Je viens de dire, avec l'idée de partance qui a chaque monde. Et chaque monde, ou capable de montrer, je viens de dire, il y a un nom, on y met. Comment nous allons remédier avec cette situation, ça pour pouvoir participer. Voilà la question. Bon, quand il y a monde qui participe, quand il y a toujours. C'est 11 millions, c'est 11 millions, ou bien 50% qui participent, vous pas suspendre faire petit. Non, mais maintenant, c'est bien psychologique ça. Parce que le reste, c'est la place de la diaspora que tu dois penser. Où est-il la diaspora dans la politique? Quitter la diaspora, participer dans la vie politique? Normalement, pourquoi dans tout le pays d'Afrique, Africain qui a parlé à voter dans l'ambassade, vous savez si on va voter dans l'ambassade, vous préférez le voter ici, parce que vous connaissez plus facile. Le candidat va accepter ou pas? Dis-moi la vérité. Eh bien, quitter la diaspora participer dans la vie politique, quitter participer dans la vie économique, c'est nommé. Moi, j'ai vu, j'ai vu comment les gens de la diaspora créer une grande activité économique. Côté, effectivement, le bâti des quartiers entiers sont déjà et ils sont accueillis. Après Pinochet, les Chiliens qui étaient partis pendant la dictature de Pinochet, leur retour ils ont accueilli. Mais non, c'est extrêmement difficile tant que entrer à l'étranger. Commencer par là, qui est petite, qui est l'école. On va imaginer qu'on va retourner dans l'Haïti, toucher 200 000 par jour. Alors qu'on a touché 200 $ américains par jour. On va imaginer que la diaspora peut tourner comme ça. Nous jouons non. Donc c'est pas possible. Une grosse série d'activités que jusqu'à présent nous vivons de la diaspora. Si nous ne vivons pas d'eux, si
si nous ne pouvions pas vivre de la diaspora, là, maintenant, Haïti entrait en famine. C'est la famine comme au Biafra. C'est le chaos. Chaos et Biafra. Le Biafra de deux fois. Ouais. Alors, c'est une chose sûre. Donc, c'est donc pour connaître comment travailler avec la diaspora. Il y a plein d'activités possibles, oui, capable d'un apport considérable pour permettre le développement d'Haïti. Parce que pire pays développé, on regarde les différences entre l'apport de la diaspora en République dominicaine et l'apport c'est au double. Les chiffres ont été donnés, hein, c'est assez extraordinaire. Je ne les ai pas là, mais ils sont alors, donc, c'est pas un obstacle. Il y a du bon là-bas. D'accord? Mon cher professeur, donc on pose ces questions quand même. Et quand vous parlez de. Parce que vous parlez c'est uniquement dans l'éducation, et puis l'éducation dans tous les pays. Mais cette éducation, à travers qui ça que vous avez fait, professeur? À partir de quoi? Est-ce qu'on va utiliser ce qu'on appelle la sensibilisation? Est-ce qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'université, et tandis que l'université a cessé perdu d'éducation pour l'instant? Donc, je voulais savoir quelles sont les stratégies, quels sont les moyens qu'on va utiliser pour retirer Haïti dans notre pays à partir de l'éducation. Nous-mêmes, peut-être, M. Lanier, on va dire, on va contrecarrer dans l'éducation, c'est uniquement moyen, mais est-ce que tout va supposer une révolution mentale accrochée avec l'éducation? Oui, l'évolution mentale là, l'a fait en même temps que l'éducation a progressé. C'est une éducation qui peut gagner une orientation. Mais pour gagner une orientation, il faut que ce soit le travail politique. C'est politique là pour le plan national de l'éducation en Haïti. Pour gagner. Où on a avancé, à qui moyen on a avancé, qui côté le capable d'aller, parce que l'éducation n'est pas faite du jour au lendemain, la faite de manière progressive. Fait qu'on connaît qu'on va aller d'un point à un autre, comment on va avancer au fur et à mesure que les années avancent. Fait qu'on connaît quels sont les pôles qu'on va développer davantage. Donc ça c'est un travail politique, un travail de parti politique qui va fonctionner, on ne peut pas faire tout quitter. Le parti politique prend très vite dans le pouvoir sans que nous ne connaissions qui ça va le faire. Et ce qui ne pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est justement ça que nous quittons fait, que nous quittons 300 partis politiques à développer. Donc, il y a une niveau là pour connaître tous les champs sont pris. Ça va être véritable parti politique. Parce que pas structuré. Ne pas structuré, nous ne pas contre ça à faire. C'est 2-3 années pareil que nous savons que, bon, moi-même, tu as un député, sénateur, président. C'est pas possible, c'est ça, stopper. Il faut qu'on dise non. Il faut qu'il y ait des gens de la société civile qui disent qui côté pour nous aller et comment ça va se faire. Nous gagnons? Non, c'est ça. Nous n'échappons pas à des pratiques techniques et réfléchies et organisées. Bon, une question qui est en tête là, le rappel des sites jeunesse et l'État haïtien, 1804-1859. Là, nous sommes dans des salines, nous tombons dans Soulouk. Et après, c'est G-Fort qui va monter. Michel Soukat a présenté un ouvrage qui a décrit la période G-Fort là comme la première république. Pas discuter sous ça ensemble avec les communes. Et qui ça vraiment font penser pour M. Aye. Mais quelle différence il y a entre le chef d'État et ça arrivé sous l'eau, et puis avec l'autre chef d'État qui va succéder post-période 1860. Qui orientation de le modèle de l'État ça au plan?
Oui, non, on va rentrer à partir de 1860, le modèle république. Le modèle république, on toujours qu'aimer ce modèle république. C'est d'arriver jusqu'à du Mali pour aller même, c'est pas autre chose. Mais on va en république. Maintenant, république où il y a, à partir de, c'est que les faiblesse, les pas chita, justement, sur une institution comme l'éducation, les pas chita sur le système de justice, les pas chita sur un système économique qui permet de mieux vivre. Donc, comme je dis, tout le temps, nous avons une sorte de situation de l'hégémonie du provisoire, oui, c'est pas faux. Effectivement, chaque monde son bataille. Il s'agit de faire de l'État en place, de chacun essaie de voir ce qu'il peut prendre. Et donc, le pays n'a pas livré peu à peu, justement, à l'Allemagne, comme je te le disais tout à l'heure, à l'Allemagne, la France et puis les États-Unis. Parce que, effectivement, nous ne pouvons pas racisme. Et c'est ce qui va permettre que la Russie à l'occupation américaine. Donc, on connaît que nous pas pour Haïti, pas pour même ça la vie qu'on est là, pas pour on connaît très bien que situation la vie qu'on est là, et très souvent on nous dit, ah, on va passer entre Haïtiens, mais c'est pas vrai. On va passer entre les États-Unis et Haïti. C'est ça qu'on problème de narrative. C'est une grande. Les États-Unis gelent Haïti complètement là. Et c'est ça qu'on problème de narrative de nous-mêmes, ça que nous pensons sous tête nous. Ah oui, ça que nous pensons sous tête nous, que nous assumons ouvertement et qui peut entrer dans l'esprit nous bien. C'est ça qu'il s'agit de comprendre. Voilà pourquoi nous, dans le comité de la route de l'esclave, nous pensons très bien qu'il y a tout un travail à faire pour que nous puissions nous approprier réellement cette histoire-là à partir de toute l'histoire réelle de ce pays, qu'il a et que nous ne sommes pas même capables de connaître. Si le pays est jonché de sites de mémoire, et que même Bois-Caïman ne sommes pas capables réellement approprier nos données, l'école pas connaît, le pays n'a pas connaît, pas gagné tête, pas connaît, toute l'histoire de l'esclavage n'est pas encore connue, toute richesse que le pays a gagné en lui-même, même au plan artistique, il faut capable de déployer aux yeux même de tous les élèves à travers le pays, dans l'éducation. Donc, c'est un pays en friche. On t'a expliqué sur ça, les mémoires politiques. Mais ouais. Je vous remercie en pile, professeur Blaise Développement. Nous avons des professeurs à parler en pile de la route de l'esclave. Alors, nous avons un livre ça ici, jeune mec qui a fait études, qui a fait recherche. C'est un livre très intéressant, Voilà. et incontournable Absolument. pour comprendre l'esclavage. Alors, c'est des livres de temps en temps que nous achetons, que nous mettons à la disposition des jeunes qui ont fait recherche avec mémoire. Donc, nous invitons, nous venir dans la salle d'oral là, de consulter les livres. Et en attendant, matin, nous allons passer dans la signature pour professeur Aguin, nous qui acheté les livres. Il y a un secrétaire général là, qui vient acheter un stock livre. Parce que monsieur va le porter livre dans l'école, parce que c'est lui qui est capable de permettre que nous formions l'autre monde pour nous bouquer, former et rester avec. Merci encore.